Bonjour à tous ou bonsoir et bienvenue sur Télésud. En ces temps de coronavirus, la peur domine le monde, elle contamine les esprits, elle s'infiltre partout, elle contamine les entreprises et même les gouvernements. Il n'y a pas encore de vaccin, mais il y a l'antidote à cette grande peur des bien portants. L'antidote, c'est évidemment le courage. C'est une habitude à prendre, un réflexe, c'est aussi une façon de vivre. Et la vie de Michel Roussin témoigne pour lui. Il a été officier, il a été ministre, il a conseillé les plus grands, il a même pris parfois la faute des autres pour lui-même, sur lui, et ça lui vaut le respect général. Surtout, il a consacré sa vie à l'Afrique et à la France. Il a accompagné beaucoup d'entreprises sur place, notamment au titre du MEDEF international. Bienvenue Michel Roussin. Vous avez vécu dangereusement et vous continuez d'ailleurs à prendre des risques parce que vous avez publié dans Le Figaro, avec notre confrère, mon confrère Stephen Smith, un papier qui a été remarqué parce qu'il prend à contre-pied la position habituelle sur l'implication de la France au Mali, le discours sur la guerre au Sahel, et ça met donc en question l'engagement français sur place. On va en parler dans un instant. Je m'en étrangle. On va, merci aussi à Antoine Glaser d'être avec nous. Lui aussi a fréquenté les allées du pouvoir et il connaît les impasses africaines. Il a été le patron de la lettre du continent. Il n'écrit plus de lettres, il écrit des livres. Il est l'un des Français les plus avertis des réalités africaines, sociales, historiques, ethnologiques, historiques. Et merci à tous les deux d'être sur le plateau de Télésud. Alors la première question, c'est pour vous, Michel Roussin. Ça fait bientôt 9 ans que les Français sont au Mali. Ça fait trop longtemps? Oui, je pense, mais c'est mon opinion et je n'ai pas toutes les informations pour pouvoir véritablement m'exprimer ou prendre une position. Néanmoins, je constate qu'effectivement, après plus de 8 ans sur le terrain, les résultats ne sont peut-être pas ceux auxquels s'attendait l'exécutif français parce que le terrorisme continue à s'exprimer, parce que, en dépit de tout ce que nous pouvons entreprendre, et les forces françaises sont très engagées et elles sont professionnelles, on a des résultats, mais tout ceci est toujours très localisé. Et je pense qu'il y a une difficulté qui est certaine, c'est qu'il faudrait que les Africains prennent eux-mêmes en main leur propre sécurité. C'est pour ça qu'on a créé le G5 Sahel, et il faudrait que ce G5 Sahel accompagne les efforts qui sont faits par les soldats français qui, depuis des années, sont sur le terrain. Oui, mais c'est ce que les autorités mettent en perspective. Le G5, c'est les Africains qui se chargent de leur sécurité eux-mêmes. Sauf que on ne fabrique pas une armée comme ça. Voilà. Et que ça ne marche pas en réalité. Alors, vous le dites vous-même dans votre papier, vous dites qu'ils ne sont pas capables d'assurer la sécurité de leur propre quartier général. Oui, parce qu'il y a eu un événement qui est très caractéristique et qui démontre bien qu'il y a une faiblesse. Alors, le G5 Sahel, c'est accompagner l'effort des armées locales, instruire... Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso. Formation, aider avec des matériels et les associer sur le terrain aux opérations. Encore faudrait-il qu'au sein du G5 Sahel, les états-majors se parlent entre eux, aient une action coordonnée et qu'il y ait une véritable action sur le terrain du G5 Sahel, accompagnée par, aujourd'hui, la force Barkhane et précédemment Serval. Voilà, c'est pour ça que je me pose la question. Mais combien de temps cela va durer? Alors, vous sonnez le repli pour les Français, mais en fait, la tendance, c'est exactement le contraire, puisque le corps expéditionnaire, la force Barkhane, a grossi démesurément. On est passé de 3 000 à 5 200 hommes, sans compter donc le G5, sans compter les 12 000 hommes, les 12 000 casques bleus qui sont sur place. C'est-à-dire que le dispositif militaire n'a pas cessé de grandir, de grossir, et plus il grandit, moins il a de résultats. Non. Les Français assument leur mission.
mais le résultat n'est pas là. L'exécutif, chez nous, a compris ce sujet et le chef de l'État, le président Macron, a réuni ses pairs africains engagés dans le Sahel à Pau pour relancer ce dispositif, car nous sommes bien conscients des difficultés. Et quand on voit un régime changer au Mali et un officier prendre le pouvoir et on pense que les choses vont être différentes, première décision, on libère 206 terroristes. Donc je me pose des questions. On avait eu beaucoup de mal à capturer. Je me pose la question. Et qui ont été fêtés quand ils sont revenus au Maquis, comme s'ils avaient été des guerriers vainqueurs. Antoine Glaser, vous faites le même constat, savoir que la force française est peu à peu devenue est ressentie comme une sorte d'armée d'occupation et obtient de moins en moins de résultats avec de plus en plus d'efforts? Je pense que c'est pas le problème de la force d'occupation, c'est le problème de la logique militaire qui est imposée à la France sans tenir compte de la nouvelle période historique. On est dans une période historique très particulière. On fait comme si on était toujours du temps un peu de la guerre froide, où de 60 à 90, la France finalement contrôlait un système qu'on appelle, pour faire court, la France-Afrique. C'était un système intégré, politique, militaire, financier. Mais je veux dire, c'était intégré. Et la France était présente, la France faisait du business sur le plan politique, etc. On ne tient pas suffisamment compte de la période historique. Ça veut dire l'armée française est de plus en plus hors sol par rapport à des réalités sociales, économiques et politiques. La réalité politique qui a vraiment changé, c'est l'apparition du terrorisme, non? C'est pas simplement ça. Il y a dans cette région, on parle toujours de terrorisme, mais c'est le problème social-économique, c'est le problème des jeunes, c'est le problème du business, c'est le problème des pays voisins. Est-ce que vous croyez vraiment que si l'Algérie et le Maroc ne s'entendaient, est-ce que ça ne serait pas plus aux pays voisins de s'occuper finalement de toute cette zone d'Afrique subsaharienne? Est-ce que vous savez que depuis maintenant la Mauritanie jusqu'au Tchad, il n'y a plus un seul occidental? Quelque part, les djihadistes, ils ont déjà gagné, il ne faut pas se leurrer. Le Burkina Faso, on parle toujours du Mali, le Burkina Faso, c'était le pays des ONG. Il y avait 700 ONG. Donc vous avez une force militaire française qui est passée, Barkhane maintenant, qui est complètement hors sol et offshore par rapport à des réalités sociales, économiques et politiques qui ne sont pas du ressort de la France. Qui ne sont pas du ressort des armées françaises. Mais pas du tout. Le problème est un problème de politique et de relation avec l'Afrique. Comme le dit très justement Antoine Glaser, c'est un problème sociologique, économique, politique. Et pour que tout ceci puisse s'organiser, il faut bien évidemment que le calme revienne, mais on ne tient pas assez compte de l'évolution de la société africaine dans son ensemble, et les responsables politiques africains ne prennent pas en compte cette image de leur pays, qui est une image de dynamisme, de jeunesse abandonnée, d'économie non contrôlée. On ne sait pas où on va. Et nous, pendant ce temps-là, on assure notre mission en espérant que les choses vont changer. Mais effectivement... On fait comme si ça n'avait pas bougé. Voilà. On fait comme si sur un terrain qui ne bouge pas. Attendez, est-ce que, je me hasarde à vous poser la question, mais est-ce que, finalement, quel que soit l'environnement, la question c'est qui est l'ennemi? Et l'ennemi qui nous est désigné, qui nous a choisi d'ailleurs, qui nous a déclaré la guerre, c'est cet islamiste terroriste qui n'hésite pas devant les bombes aveugles, dans les restaurants à Bamako, dans les hôtels à Ouagadougou, et contre les Français où il les trouve, à les enlever, les kidnapper et les saigner. Ces terroristes ne sont pas non plus offshore. Vous avez terroristes... Jamais. Ils sont pas offshore. Donc, ils sont sur un terrain social et économique où ils se substituent à des États qui ont déserté des régions entières. Défaillant. Ce sont des gens, pas simplement qui tuent
des populations et aussi qui tuent aussi des soldats français. Ce sont aussi des gens qui, dans des villages, assurent la gestion économique, assurent la justice, qui font un certain nombre de choses comme ça. Si vous ne tenez pas compte de cette réalité-là, on ne comprend pas pourquoi, finalement, cette espèce d'incapacité et comment, finalement, on a l'impression qu'on est de plus en plus hors sol, à tel point qu'il y avait des sentiments anti-français qu'il n'y avait pas auparavant. Et maintenant, même le président Macron dit oui, maintenant les sentiments anti-français, ce sont les Turcs, ce sont les puissances étrangères. Je voudrais comprendre, parce qu'on disait autrefois que le Taliban, c'était un Pashtun en colère. Un Pashtun en colère contre Kaboul. Vous diriez aujourd'hui que celui qui rallie le djihad au Mali, au Sahel, c'est un Malien qui est hostile à Bamako, un Touareg qui n'en peut plus de la domination des gens du Sud, un pasteur qui... C'est ça, en fait. Je ne nie pas, là, je ne nie pas... Un trabandiste qui a été gêné. Au niveau, bien sûr, qu'il y a un noyau dur religieux, djihadiste, etc., qu'il faut combattre. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Mais il faut, pour le combattre, il faut isoler aussi. Ça veut dire, plus vous subviendrez aux besoins des populations, moins ils iront dans les bras de ce djihadisme radical. Et c'est dans nos moyens, Michel Rousseau. Tout à fait. Moi, je partage tout à fait cette opinion. Mais vous êtes d'accord, c'est embêtant. Mais oui, comment est-ce qu'on fait pour combattre donc? Parce qu'il y a quand même un noyau dur de gens qui sont... qui resteront, qui ne feront jamais de la politique, qui ne feront jamais du développement, qui seront éternellement des rebelles déterminés. Par exemple, le nouveau patron de l'État islamique dans le Grand Sahara, c'est un ancien du GSPC algérien. Oui, c'est un homme qui, depuis 30 ans, mène la guérilla. Bien sûr. On sait tout ça. Alors comment est-ce qu'on le combat, lui ? Et nous le combattons avec les moyens que nous avons et en pensant que c'est une mission qui nous incombe et qu'elle nous a été demandée par les Africains. Encore faut-il que les Africains, que les exécutifs africains prennent leurs responsabilités, assument un certain nombre de difficultés, essaient de trouver des solutions à ce que demandent depuis des années les populations. C'est-à-dire que on sait ce qu'elles pensent puisqu'on a une relation privilégiée avec l'Afrique. Nous communiquons, nous avons des informations, nous savons quels sont les problèmes. Nous avons essayé d'aider à une époque où la France avait une influence, nos partenaires africains à prendre de bonnes décisions, à aller dans le bon sens de ce que nous pensions être une solution. Ça ne marche pas. Et on se bat contre les djihadistes à juste titre. On essaie de se préserver, parce que c'est aussi une menace pour nous en France. Donc, on est un peu... L'image de hors-sol me convient tout à fait. Un peu tout seul. Où sont les Européens, soi-disant, pour participer à cet effort de la France ? Rien, des petites bricoles, des choses comme ça, aucun engagement véritable. La menace djihadiste, elle existe aussi en Europe. Les Européens devraient prendre conscience qu'effectivement, la menace arrive d'Afrique et elle est déjà en Europe depuis un bon moment. Oui, sauf que les attentats en Europe, c'est mené par des gens qui sont allés se former en Syrie, au Yémen, éventuellement en Afghanistan, parfois, rarement, mais jamais au Sahel en réalité. Ni, c'est pas les gens de Boko Haram qui viennent ici poser des bombes, c'est les gens d'ici qui posent des bombes ici. Oui, mais on ne va pas parler de l'influence de Boko Haram ou des organisations terroristes qui sont liées à l'islamisme. Il y a des filières. Un jour ou l'autre, les gens qui sont habitués à se battre sur le terrain auront d'autres objectifs. C'est aussi notre problème et c'est aussi le problème des Européens. Alors est-ce qu'il faut faire la guerre complètement hors sol, avec des drones, du renseignement, et en étant sans être sur le terrain, sans être au sol ? Il faut surtout, on voit bien que dès qu'on descend un petit peu, qu'on regarde le terrain, on voit que sur le terrain, il y a effectivement des anciens du GSPC, du GIA algérien qui ont exporté dans tous ces pays voisins le terrorisme, le djihadisme, et en même temps, vous avez aussi des problèmes, des conflits intercommunautaires qui se sont envenimés
Pourquoi? Et qui ont été pris en charge par ces terroristes et djihadistes qui ont bien compris comment ils pouvaient les instrumentaliser et les manipuler. Quand vous avez les Peuls du Front de Libération du Masséna, s'il n'y aurait pas eu les guerres avec les Dogons, tout ça n'aurait pas dû exister si l'État malien... Finalement, tout le monde profite si de cet alibi. Avait associé la population touareg... Exactement, comme l'ont fait les Nigériens. Au Niger, ils n'ont pas eu des problèmes. Et on a toujours attendu le respect des clauses de l'accord d'Alger. Il ne s'est rien passé. Jamais le gouvernement de Bamako n'a associé la communauté touareg aux décisions concernant l'amélioration de la vie économique et sociale du pays. Vous êtes parfaitement au fait de tout ça, mais moi je n'arrive pas à comprendre un gouvernement comme celui du Mali qui a été mis en place sous la protection française, qui tient par la présence de milliers d'hommes sur place, de l'ONU, de la France, etc., qui est accusé d'être très corrompu. C'est un gouvernement qui devrait quand même se laisser fléchir, justement, et ouvrir ce dialogue, même s'il ne me pas très loin. Comment ça se fait qu'il ne le fasse pas? Ce dialogue. Pour la première fois, ils ont intégré des ministres touaregs dans le nouveau gouvernement. Ils commencent à faire ce que les Nigériens ont fait depuis des années. Quand dans la légion de Kadhafi, tous les Touaregs sont rentrés du Niger, du Mali. Alors il y a ceux qui sont installés au Mali, qui ont dit on veut notre indépendance, l'Azawad, mais ceux du Niger ont été intégrés dans l'armée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la France ne se méfie pas, en particulier l'armée française, va être prise, comme elle a été prise d'ailleurs, par surprise avec la libération des 200 djihadistes, elle va être prise par surprise quand il va y avoir des négociations entre le gouvernement malien et puis des anciens terroristes touaregs ou les gens du Masséna. Et donc, le risque est d'être prise à revers en même temps. Vous pensez vraiment que les Français ont été mis devant le fait accompli avec la libération de Sophie Pétronin, qui ne s'appelle plus Sophie Pétronin, qui s'appelle Myriam, double victoire pour les islamistes qui la détenaient. Vous pensez que les Français ont découvert l'affaire? Pour ma part, je n'ai pas d'informations. Mais quand on examine la façon dont tout ça s'est passé, les réactions tout à fait officielles, toutes les réactions des uns et des autres, on s'est quand même aperçu que la France découvrait le sujet. Est-ce que la mission de renseignement a fait défaut? Est-ce qu'on n'a pas eu les éléments nécessaires? En tout cas, on s'est trouvé devant le fait accompli. Et je crois avoir lu d'un compte-rendu d'un journaliste sur place que quand le président de la République s'est aperçu que l'otage française n'était plus la personnalité que l'on pensait, au lieu de faire un discours, il a quitté la scène. C'est là aussi une surprise que personne n'avait pris en compte. Le débriefing dans l'avion a dû être éloquent, on l'imagine. Alors, bon, toute cette ébullition, cette situation assez chaotique, la présence comme ça de milliers d'étrangers sur place, la corruption que ça génère, provoque une déstabilisation de toute la région. On parlait du Mali, on a évoqué le Burkina Faso. Il y avait le week-end dernier des élections générales dont le résultat est en partie contesté, évidemment, par l'opposition. On va voir tout ça avec Aymeric Toyenion. Au lendemain du double scrutin présidentiel et législatif au Burkina Faso, l'heure est au décompte des voix. Lundi, alors que la Commission électorale nationale indépendante a commencé l'annonce des résultats par localité, l'opposition est montée au créneau pour dénoncer un scrutin entaché d'irrégularités. Devant les médias, les membres de l'opposition pointent du doigt les défaillances de la CENI. De manière générale, tous les observateurs sont unanimes pour dire que la CENI a failli dans l'organisation administrative et pratique des élections du 22 novembre 2020, toute chose qui nous amène à émettre de très fortes réserves sur la sincérité et la crédibilité des résultats. Selon Tahirou Barry, candidat à la présidentielle du dimanche, les irrégularités dénoncées par l'opposition jettent du discrédit sur les résultats partiels jusqu'ici annoncés par la CENI. Cette mauvaise organisation comporte deux conséquences majeures. Premièrement, elle pénalise les candidats de l'opposition
le pouvoir ayant toujours la possibilité de se réajuster par rapport à la situation. Deuxième conséquence, elle jette un discrédit sur les résultats des scrutins dont la CENI a commencé l'annonce. Dans la foulée de la déclaration de l'opposition, la Commission électorale nationale indépendante avait suspendu ses travaux lundi. La publication des résultats devrait reprendre ce mardi. Mais l'opposition menace de ne pas les reconnaître. Dans le camp du président sortant et candidat à sa succession, Roch-Christian Kaboré, aucune réaction pour le moment sur les soupçons de fraude émis par l'opposition. Alors, au Burkina Faso, on va attendre maintenant le résultat des élections. C'est tout le nord du pays, en fait, qui est aujourd'hui privé d'écoles, privé d'élections. D'élections, bien sûr, puis pas de bureau de vote. Est-ce que vous diriez que ce terrorisme, à part le fait qu'il déstabilise des régions entières, profite au pouvoir en place, qui trouve ainsi, qui n'ont pas de compte à rendre sur la bonne gouvernance ou sur la démocratisation? Non, moi je ne dirais pas non. ça. Je pense que c'est aussi une incapacité, mais ça c'est un autre débat. Mais quel est le sens de faire des élections dans des pays en ce moment autant déstructurés? C'était la même chose au Mali. Oui. Je veux dire, on faisait des élections. C'est une espèce de symbole de l'élection, de ce qu'on a exporté dans ces pays avec la petite constitution, le truc, mais qui ne correspond absolument pas. Alors ça ne veut pas dire, je suis contre la démocratie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'élection, mais ce qui est quand même important, c'est ce qui se passe entre deux élections. Comment sont gérés les débats dans les villages, etc. Qu'est-ce qui se passe entre deux élections? Personne ne s'interroge. On attend l'élection et on discute de l'élection. Charles Roussin, c'est artificiel, ce plaquage, ce système. Oui, moi, très tôt dans le temps, et lorsque j'étais aux affaires, si j'ose dire, nous avions réfléchi à cette idée qui me paraissait, moi, à l'époque, et Antoine Glaser en est témoin, décalée par rapport aux problèmes en Afrique. On ne peut pas organiser des élections dans une province du Mali ou, je ne sais pas, moi, de la Côte d'Ivoire, comme on organise les élections dans le Puy-de-Dôme ou dans les Alpes de Haute-Provence. Il y a effectivement une non-évolution de cette philosophie démocratique qu'on n'a pas pris en compte. Il fallait laisser les Africains eux-mêmes transformer les institutions et non pas se caler sur Paris. Il y a un moment où tout ça... Voilà. Non, mais il y a aussi des régimes qui truquent le jeu démocratique en instrumentalisant, par exemple, la dimension ethnique, comme on l'a vu, pour se maintenir au pouvoir en Guinée ou en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'il y a un recul démocratique dans cette Afrique de l'Ouest, la Guinée, la Côte d'Ivoire Non ? Je ne sais pas si c'est un recul de la démocratie ou si c'est une nouvelle réflexion politique conduite en Afrique par les Africains eux-mêmes. Il faut les laisser s'organiser. Nous, on n'a plus à être le juge de paix. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. Ça veut dire, le problème, ce qui a changé, avant, on avait l'impression qu'il y avait la démocratie en Côte d'Ivoire, du temps d'Oufouette et tout, mais tout c'était sous contrôle. Mais ce qui a changé, ce sont les sociétés civiles, ce sont les réseaux sociaux, c'est le réveil de la jeunesse qui a changé. C'est pas simplement parce qu'il y a s'il y a moins de démocratie maintenant, il y a peut-être plus de démocratie. On pourrait démontrer qu'il y a au contraire plus de démocratie, plus de débats, plus de gens qui contestent, plus de gens qui font valoir leur point de vue. Avec Alassane Ouattara, réélu à 94%. On voit bien d'ailleurs comment l'ensemble de l'opposition a commencé. Il n'a pas du temps d'Oufouette, on n'entendait même pas parler d'opposition. C'est une autre période historique. Okay. Mais c'est différent. Bon, à côté, il y a le Nigeria, avec Boko Haram, 2 millions de déplacés, 20 000 morts déjà. Est-ce que vous croyez, j'aurais terminé là-dessus, est-ce que vous pensez qu'il est imaginable, dans un moment de cauchemar, qu'il y ait un jour la formation, comme ça, le cancer gagnant, d'un grand califat qui court de Bamako à Abidjan, en passant par le... Est-ce que la menace est réelle ou est-ce que c'est juste des Occidentaux qui jouent à se faire peur? Michel Roussin. La question est assez difficile. Je pense que
aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette question parce que il y a pour l'instant un équilibre des forces, c'est-à-dire que entre ceux qui déstabilisent et ceux qui veulent préserver, on est encore dans un moment où la situation est maintenue. Le grand califat, là, on envisage quelque chose de dramatique. Espérons que la sagesse des uns et des autres permettra de faire en sorte qu'on arrive à trouver des solutions compatibles avec nos idées d'occidentaux et les souhaits des Africains. Et en tant qu'occidental, en tant que Français, en tant qu'ancien ministre, en tant que aussi du MEDEF, qu'est-ce que la France... Comment est-ce que la France doit mener cette guerre, Mais c'est pas moi qui peux le dire. Je suis hors du coup, je suis un citoyen comme les autres, j'observe, j'ai une culture qui me permet de porter un jugement, mais je ne suis pas là, moi, pour dire guerre de renseignement. Voilà ce que doit faire la France, etc. C'est pas mon rôle. Moi, j'apporte quelques témoignages et j'ai apporté une anti-sèche. Il ne faut pas être arrogant comme un Français en Afrique. Très bon ouvrage, publié il y a déjà quelques années. Un autre est sorti sur le renseignement, qui montre que ça conduit aussi à une certaine forme de sagesse. Autre ouvrage d'Antoine Glaser, Nos chers espions en Afrique. Et moi, Antoine, j'ai apporté une anti-sèche. Ah, parce que je crois que ça résumera ce que nous avons peut-être dit. C'est assez rude à entendre. En Afrique, les institutions sont fragiles. Ce ne sont pas encore de véritables États. Ils ont plus de chances de le devenir si nous leur laissons faire eux-mêmes leur expérience avec ce qu'elle peut compter de convulsions et de drames. Le général de Gaulle, en 1963. Et 50 ans après sa mort, il était bon de le citer. Antoine Glaser, vous êtes gaulliste, Antoine Glaser ? En tout cas, au niveau, moi je crois beaucoup au syncrétisme africain, en parlant, parce que pour revenir sur le du grand califat, je pense qu'il faut faire confiance aux Africains. Il ne faut pas croire qu'ils vont se faire instrumentaliser, manipuler. C'est plus le djihad du 19e siècle. Et donc je crois beaucoup qu'ils savent faire. Ils savent faire avec nous. Ils savent bien instrumentaliser la France dans leur pays, etc. Et je ne crois pas du tout que qui que ce soit va pouvoir comme ça gérer des régions entières sans que les populations aient leur mot à dire. Merci Antoine Glaser, merci Michel Roussin. Ainsi va le monde sur Télé Sud, à la semaine prochaine.